Bonjour, bienvenue dans ce live du mois d'octobre dans lequel je vais avoir un invité là encore ce mois-ci pour discuter d'un sujet en particulier qui touche les enfants qui présentent du mutisme sélectif ou qui ont des défis reliés à la prise de parole. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, notre sujet, ça va être encore plus large que ça, là. Si vous êtes un parent, ça va certainement vous interpeller parce qu'il est question de poursuivre un petit peu la discussion qui avait été entamée le mois dernier, donc en septembre, avec Manon Jean, concernant l'importance de prendre soin de ses émotions, de prendre soin de soi en tant qu'adulte pour être capable non seulement d'être un modèle pour l'enfant, mais également pour l'accompagner de façon à être présent, avec une présence attentive. Donc, mon nom est Geneviève Bérubé, je suis orthopédagogue spécialiste en mutisme sélectif. J'ai développé une approche globale qui vise à intervenir sur différents sujets, différents aspects et non juste sur la prise de parole de l'enfant. J'ai vu là des répercussions bénéfiques par rapport à observer puis à aller vers l'environnement aussi et pas juste sur le défi relié à la prise de parole. Donc, je vais juste m'assurer que ça fonctionne bien sur ma page, qu'on est bien en direct. Oui, c'est parfait. Je range ça pour ne pas être dérangé. Donc, voilà. Je vais vous présenter mon invitée, Isabelle Plante. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Bienvenue dans mon live. Merci d'être là dans ton horaire certainement très, très chargé de pédopsychiatre à la Clinique Focus. Là, j'en ai pour quelques minutes parce que ton portrait là, professionnel est quand même bien étoffé. Hein? Alors, tu as été 18 ans en milieu hospitalier spécialisé auprès des 0-18 ans. Tu as été ou tu es encore, à toi de me le dire, chargée d'enseignement à la clinique de l'Université Laval. Est-ce que c'est actuel ou c'est passé, ça? Non, ça s'est passé. C'est passé aussi. Tu as été directrice et formatrice pour SEV Canada, volet Monde de l'enfant. Ça aussi, c'est passé parce que malheureusement, SEV n'existe plus. Tu es récemment formée en méditation pleine conscience en pratique clinique à l'université. Et en atelier de philosophie pour enfants et pratique de l'attention. Est-ce que j'ai tout juste? Oh oui, globalement, ça ressemble beaucoup à ça. Globalement, ça ressemble à ça. Alors, le mot qui te caractérise, que je t'ai choisi, parce que je choisis un mot là, à chaque invité, c'est expérimenter. Vraiment, là, on le voit là, dans la description, tu as tout plein d'expériences dans différentes situations, dans différents milieux. Et je pense qu'on est très, très choyé de t'avoir avec nous ce midi pour parler de notre sujet, assurément. Donc, notre sujet qui est accueillir nos émotions en pleine présence pour aider les enfants à cheminer. Alors, il y aurait vraiment beaucoup à dire sur ce sujet-là. On va essayer de faire un petit tour là, ce midi ensemble pour aller dans les zones principales, là, si on veut, du sujet. Alors, écrivez-nous un petit allô, faites-nous un petit pouce en l'air, montrez-nous que vous êtes là. Si vous êtes en rediffusion, vous pouvez écrire rediffusion là, dans le commentaire. Ça va nous faire plaisir de voir que vous êtes là. Alors, est-ce que d'entrée de jeu, tu avais quelque chose à ajouter là, concernant ta description professionnelle ou si on passe au sujet? Je pense qu'on peut passer au sujet parce que je me dis qu'avec le temps qu'on a, ça va être le défi aujourd'hui. Oui, ça va être il le y aurait défi. tant à dire. Ben oui, exactement. Parfait. Alors, depuis plusieurs années, on parle d'aller accueillir nos émotions avec nos 5 sens, de respirer, de méditer. Hein? On pourrait croire que c'est une genre de mode qui est là. Mais toi, avec ton expérience dans plusieurs milieux, tu t'es dit, je vais aller faire une formation sur la méditation pleine conscience parce que ça m'apparaît une approche qui m'intéresse. Alors, pourquoi là, tu t'es dirigé tout à coup là, vers cette approche-là, retourner aux études pour vraiment peaufiner tes connaissances à ce sujet-là? Mais en fait, je dirais que le retour aux études dans ce domaine-là a été comme l'aboutissement d'un cheminement personnel parce que
si je me suis initiée d'abord à la pleine conscience, c'était pour mon propre petit moi qui en avait bien besoin comme parent et professionnel de la santé dans un système assez fou et exigeant. Donc, dans les moyens de survie pour naviguer à travers mes différents rôles de vie, j'ai décidé, après avoir été ma curiosité avait été piquée parce que j'avais, comme tout le monde, entendu parler ou lu de ce courant-là. Ça piquait ma curiosité. Donc, je me suis d'abord initiée sur une base personnelle en m'inscrivant à un cours expérientiel, c'est-à-dire de pratique, là, de méditation en pleine conscience avec un groupe, des retours, puis tout ça. Ce qui m'a permis vraiment de goûter vraiment ce que ça pouvait avoir comme bénéfice. Donc là, ça a comme passé pour moi d'une réalité théorique intéressante à « wow, voici un moyen très, très porteur ». Puis j'ai vite fait le pas avec mon Dieu, mais si c'est utile pour moi, ça risque d'être utile pour les parents et les familles que je côtoie. Ouais. D'autant que dans ma pratique de pédopsychiatre, les psychologues avec qui je travaillais quand j'étais en pratique hospitalière utilisaient des techniques en psychothérapie dite de troisième vague, thérapie cognitive comportementale de troisième vague, qui inclut certains principes de pleine conscience, comme la thérapie ACT. Donc, déjà, dans le milieu clinique, c'était un outil utilisé, puis les psychologues qui s'en servaient pouvaient témoigner que, ma foi, oui, ça portait fruit. Donc, j'étais doublement convaincue. Puis, en fait, la formation de plus est arrivée parce que dans mon autre rôle, outre mon rôle de pédopsychiatre, j'étais donc impliquée, comme tu as dit au début, dans SEV, dans les dialogues philosophiques avec les enfants. Mais l'approche de SEV est une approche où on combinait le dialogue philosophique, mais la pratique de l'attention basée sur les principes de pleine conscience. Donc, dans ce contexte-là aussi, j'avais à en faire des pratiques, convaincre les autres formateurs et les gens que c'était une bonne chose. Puis, dans cette expérience-là, dans SEV, on s'est vite rendu compte que ça peut devenir tout et n'importe quoi si c'est mal compris, si c'est mal expliqué, si les gens se mettent à pratiquer de leur côté, mais sans avoir bien saisi ce que c'était ou ce que ce n'était pas. Puis éventuellement, on m'a confié en plus le rôle de aussi la direction du volet pratique de l'attention dans cet organisme-là. Et donc là, j'avais un rôle plus officiel d'avoir à l'enseigner. Fait que là, c'est là que j'ai senti le besoin. Il y a tellement... On est content, en fait, que ça soit diffusé et démocratisé, mais le défaut de ça, c'est que des fois, ça s'est fait trop vite ou pas de la bonne façon, mal expliqué. Puis moi, je sentais le besoin pour asseoir ma propre crédibilité de formatrice dans le domaine, d'aller aux sources. Donc, c'est là que j'ai décidé de m'inscrire au programme de certificat de deuxième cycle. Pas un certificat, un programme court, en fait, de deuxième cycle à l'UQAM, en présence attentive, qui est un super programme, qui est à la fois un mélange de théorie où on revoit toutes les racines théoriques de cette approche-là, mais aussi un volet expérientiel. Donc, ça a été comme la cerise sur le Sunday de mon initiation et choix de cette approche-là dans ma vie et dans ma pratique. Oui, c'est ça, pour l'inclure, en plus de l'inclure dans ta vie, de l'inclure dans ta pratique professionnelle, puis de te sentir outillé. C'est ça, je sentais que j'avais besoin d'une peut-être une plus grande légitimité au-delà de dire, moi je le fais, j'aime ça, puis ça me fait du bien, go. Attends, là, y a-tu des bases scientifiques? Ça vient d'où? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il y a des précautions? Quand on arrive dans le milieu professionnel avec des clients, des patients, je pense qu'il faut être prudent avant d'avoir trop de prétentions. J'ai un peu une allergie aux méthodes dites magiques ou wow de mode, là. Donc, ça n'existe pas, la magie. Si la magie existait dans les solutions rapides pour se sentir mieux, bien, on l'appliquerait tous, puis il n'y aurait plus de problème sur la Terre, on dirait. Effectivement, je perdrais ma job. On perdrait tout notre travail. En fait, tu as parlé aussi de bénéfices, que tu avais vu les bénéfices pour toi. J'aimerais ça peut-être que tu parles de ces bénéfices-là. Qu'est-ce que tu as vu pour toi ou qu'est-ce que tu vois pour les gens aussi? Parce que si tu le vois pour toi, c'est parce que c'est le bénéfice pour les autres aussi. Puis pour qui ça pourrait être profitable selon toi? La réponse rapide serait théoriquement pour tout le monde, mais en pratique, non. Ouais, non, et je dirais aussi une distinction à faire entre, c'est peut-être pour ça aussi que plusieurs personnes tentent le gros orteil, mais ne persistent pas, c'est que les bénéfices, c'est pas en une séance, c'est pas une méthode ou une approche qui va faire qu'on le fait faire 20 minutes, puis on va dire « wow, c'était agréable, c'était le fun ». Au contraire, c'est pas des techniques de relaxation, c'est pas, on n'essaie pas d'induire ou de créer un état de bien-être, pas en tout, c'est pas ça du tout. C'est vraiment une approche qui permet
de sentir ce qui est pour nous présent et vrai dans le moment. Puis si ce qui est pour nous dans le moment est pas agréable parce qu'on vit un moment de stress ou de colère, ben on va pleinement ressentir le stress dans toutes ses composantes. Donc, ça peut être pas si agréable que ça à court terme. Mais les vrais bénéfices, ils arrivent avec la pratique répétée, un jour après l'autre, où on devient de plus en plus capable de maîtriser ou de contrôler notre focus attentionnel. On se rend compte qu'on est plus capable nous-mêmes de choisir où on porte notre attention. Et ça permet aussi d'avoir donc un plus grand contrôle sur notre attention, mais une distance par rapport à ce qu'on vit. Donc, on devient comme un peu un observateur de ce qui se passe en nous, autant dans notre corps, dans nos émotions, dans nos idées. Et cette distance-là nous permet après de choisir, bon, j'ai en moi présentement plein de ruminations, par exemple, d'inquiétude, mais je peux aussi choisir de focusser sur les bruits autour de moi ou la sensation dans mon corps ou ailleurs et ne pas rester pris avec des choses peut-être moins agréables. C'est pas du déni, c'est au contraire, je prends acte de tout ce qui est là. Ouais. Mais une fois que c'est là, il y a moi au-dessus de ça et j'ai le choix de décider où c'est profitable ou utile pour moi de me ramener. Donc, ça donne un meilleur contrôle. Ultimement, puis les études le démontrent, dans les bénéfices de cette approche-là, c'est que c'est tout le grand domaine de l'autorégulation, de la régulation attentionnelle, oui, mais la régulation des émotions, d'être capable de... Parce que pour réguler ou calmer nos émotions, il faut d'abord être capable d'en être conscient. Les émotions, ça se loge dans le corps, donc il faut être conscient de son corps, de ce qui s'y passe. Donc, c'est comme des étapes très importantes, la capacité à être présent à soi pour ensuite se réguler et se gérer et faire composer au mieux avec les émotions qui sont là, puis les événements de notre vie. Donc, ça donne... ça enlève pas les souffrances, ça enlève pas les bobos, ça guérit pas toutes les maladies, mais ça donne une nouvelle façon d'interagir avec les symptômes et les problèmes, les symptômes qu'on vit, physiques ou mentaux, les problèmes de la vie courante, une autre façon d'y réagir. D'être moins justement en réaction impulsive et non réfléchie, et plus de faire des choix éclairés. Bon, ceci étant, je n'y peux rien sur telle situation, mais je peux choisir d'y répondre de telle ou telle manière qui est mieux adaptée pour moi et ultimement baisser le niveau de stress et de souffrance générale. C'est très général ce que je dis là, mais ça fait du sens. Ça ressemble à ça. Là. Ça diminue l'impulsivité, hein, dans le fond, dans ce que j'en constate aussi. Là. C'est ça, parce que si on est sous le coup, par exemple, de la colère et qu'on n'en est même pas conscient, c'est la colère qui parle à notre place. Ouais. Tout le monde a vécu la fameuse situation d'une pétage de coche en colère où on va dire des insanités. Ouais. Après coup, on est tous capables de dire, voyons ce que j'ai dit, vraiment, ma parole a dépassé mes pensées, c'était pas ce que je pensais vraiment. On le sait tous que sous le coup d'une émotion forte, on perd en capacité de se contrôler. Alors que si on est conscient, oh, voici une grosse colère qui m'habite, je devrais faire attention avant d'ouvrir la bouche ou être vraiment sage ce que je m'apprête à dire. Ça donne effectivement, ça aide à tempérer, oui, l'impulsivité, ça fait partie des bénéfices observés en clinique, puis de plus en plus, parce qu'on a il y a beaucoup d'études qui essayent de bien documenter les effets de la méditation. Il faut être prudent, j'ai un bémol avec les études, il faut savoir que c'est tellement vaste, cette approche-là, puis ça s'applique à tellement de situations différentes que c'est dur de faire des grandes généralités. Il faut quand même être prudent avant de dire que les études ont prouvé, puis que ça change le cerveau, puis un instant. Mais je dirais qu'il y a des tendances positives où dans les études, ça tend à effectivement démontrer des bénéfices, entre autres dans la lignée de ce qu'on appelle les fonctions exécutives ou l'autorégulation, la gestion émotionnelle, etc. OK. Donc, puis là, pour qui c'est profitable, en fait, là, si on entend que ça pourrait être pour tous, mais que c'est peut-être pas réaliste? Non, c'est ça. En théorie, oui, c'est une méthode qui fait qui amène des effets positifs, mais c'est pas vrai que tout le monde accroche à cette méthode-là puis que ça convient à tous. Faut dire, comme j'ai nommé tantôt, que ça peut être sur le coup désagréable, puis il y a des catégories de personnes pour qui ça peut être un défi plus grand, voire parfois des contre-indications, mais un exemple, le premier qui me vient, c'est tous les gens qui vivent avec des traumas importants, des traumas psychiques importants. Mais quand on dit que la pleine conscience consiste à vraiment connecter avec ce qui nous habite, ce qui nous habite est vraiment effrayant et on n'a pas tout ce qu'il faut pour le contenir, le gérer à ce moment-ci de notre vie. Ça peut être menaçant. Juste des fois, le fait de fermer les yeux pour méditer,
il y a des gens qui sont pas du tout confortables juste avec cette étape-là. Puis il faut pas forcer contre ça. Faut respecter ça, notre capacité à rester en contrôle. Donc, les gens aussi, simplement, qui ont un TDAH très dans le H, là, hyperactif, la bougeotte, juste être assis sans bouger, ça peut être très, très inconfortable. Mais en même temps, sachant ça, ben, il y a aussi, ce qui est le fun avec cette approche-là, c'est qu'il y a plusieurs types et façons de pratiquer. C'est ça, Pas c'est ça. juste les yeux fermés, assis, immobiles, hein. Il peut y Non, avoir de la pratique en mouvement, de la pratique à travers les activités du quotidien. exact. On pourrait en parler longtemps, mais Ouais. bref, selon les profils de gens, notre vécu psychique, ça peut être trop menaçant ou trop difficile pour s'y Pour avouer. l'instant, c'est en Pour doute à tout le moins. Aller chercher de l'aide en premier, puis être C'est bien avec soi pour être capable après de se fermer les yeux, puis d'être ça. à l'aise de le faire là, sans que ça soit trop confrontant. De toute façon, un des principes qui guide la pleine conscience, une des attitudes qui vient avec ça, c'est nécessairement une attitude aussi de bienveillance et de compassion Mmh. envers soi. C'est Mmh. aux antipodes de la performance. Donc, ça se traîne à quelque chose qui ne nous fait pas de bien du tout, trop difficile, c'est contre-productif aussi, là. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Puis dans le fond, tu sais, là, on a souvent des parents là, qui nous écoutent, là, puis je pense que il y a le fait d'être parent, puis il y a le fait d'accéder à cette approche-là pour nous, mais il y a aussi, si on peut parler de la parentalité consciente, comment on peut transférer ça avec nos enfants, par exemple, en tant que parents, parce que de faire de la méditation à nos enfants, ben, c'est pas toujours évident. On essaie, là, notre enfant, il veut pas, ou ça marche pas, ou il sent pas de bienfait nécessairement de respirer en même temps que nous, ou tout ça. Il y en a pour qui ça peut être aidant et qu'on peut l'introduire là, au quotidien, mais il y en a pour qui c'est pas possible pour toutes sortes de raisons. Mais comment on peut prendre cette pleine conscience-là, le faire aussi dans notre parentalité? Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Et moi, c'est une des voies que je trouve particulièrement intéressante, voire nécessaire. Moi, j'inclurais la pleine conscience dans les cours prénataux, c'est pas compliqué. Ah, Parce tellement. que, en Ouais. fait, quand on parle de pleine conscience, oui, il peut y avoir l'aspect là, pratique, discipline sur un tapis, mais c'est une façon d'être aussi au quotidien. Oui. Donc, on peut choisir d'appliquer donc cette attitude-là qui est d'être présent moment après moment à ce qui se passe ici maintenant, ce qu'on perçoit par nos sens, au lieu, à contrario, d'être pris dans nos anticipations, nos inquiétudes pour dans 3 ans, qu'est-ce qui va se passer, ou dans notre passé, ah non, mes parents me traitaient comme ça. Quand on est dans le passé, dans l'avenir, on n'est pas dans l'instant présent, Ouais. et ça a des impacts dans l'interaction. Donc, quand on choisit de pratiquer la pleine conscience dans notre rôle de parent, c'est vraiment d'incarner l'attitude de présence moment après moment lors des échanges et des contacts avec nos enfants. Donc, ça implique d'être pleinement présent à lui, de simplement avoir notre attention portée à ce qui se passe pour l'enfant, pas seulement ce qui est visible, la crise de nerfs, les pleurs, Mmh. mais d'essayer sincèrement de s'intéresser à la couche d'en dessous, au Mmh. vécu émotionnel de l'enfant, à ce qui est en train de se passer. Puis la petite twist, c'est que c'est pas super facile à développer parce qu'il faut à la fois être, oui, conscient de ce qui se passe pour l'enfant, mais en même temps, être très conscient de ce qui se passe en nous. C'est Le ça. savoir, tu sais, si mon enfant me tire la manche puis essaie de me raconter sa journée alors que moi, je suis en train de planifier les lunchs pour demain, je ne suis pas en Mmh. présence. Encore faut-il que je m'en rende compte. Ah Mais oui. si je me pratique, je développe cette capacité-là à m'en rendre compte. Mais si je me rends compte que je suis en train de planifier les lunchs alors que mon enfant me raconte sa journée, Mmh je mh. vais choisir de lâcher les lunchs puis de revenir à mon enfant. Puis ça, je peux vous le dire pour le voir dans mon bureau, quand un parent est en présence versus qui ne l'est pas, c'est toute la différence Ouais. du monde. L'enfant le sent, il se sent vu, il Mmh. se sent compris et l'interaction se déroule beaucoup mieux. Mais c'est une pratique, c'est pas facile de se ramener. C'est pour ça que la pratique sur le tapis a son utilité. C'est un Mmh. entraînement à ça, c'est Ah pas le ben oui, mode, c'est le contraire du mode pilote automatique. automatique, c'est ça. Ouais. Mais quand on l'incarne, donc autrement dit, comme parent, si on incarne cette attitude-là avec notre enfant, même si notre enfant n'a aucune connaissance sur la méditation et ne médite pas, il va bénéficier parce que la qualité de présence parentale va être grandement changée. Mmh mh. Euh,
j'ai envie de conter une anecdote qu'on vit souvent à la clinique avec nos agentes administratives qui sont aux premières loges de la salle d'attente. Oui. Et ils observent ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'on a des enfants avec leurs parents dans la salle d'attente, certains parents, plusieurs, sont sur leur cellulaire. Et puis là, notre agente observe doucement l'enfant qui tire la manche, papa, maman, qui attire l'attention, parent distrait, écoute d'une oreille, regarde son sel, l'enfant monte d'un cran, se met à s'agiter, parle plus fort, crie, finalement la crise dans la salle d'attente. Alors que si on a des parents qui déposent le téléphone, se tournent vers l'enfant, l'écoutent, interagissent, c'est beaucoup plus calme. Donc, on a plusieurs exemples très faciles et sous nos yeux d'à quel point une simple qualité de présence peut réellement incarner, peut faire un impact significatif. Puis un enfant qui se sent écouté et vu va être disposé à échanger et à interagir avec nous, va s'ouvrir beaucoup plus facilement parce qu'il se sent écouté, il se sent compris. C'est la base, en fait. Cette qualité-là de présence, c'est la même qualité de présence que l'on retrouve et que l'on souhaite avoir chez les parents qui veulent développer un attachement sécure chez leurs enfants. Ça, c'est une autre grande thématique, l'attachement. Oui, ben oui. Ça vient avec la sensibilité parentale. Puis, donc, on a toutes les bonnes raisons du monde de vouloir se pratiquer comme parent à incarner ça. Puis, c'est la même chose pour les thérapeutes. Moi, comme thérapeute, puis ça serait la même chose pour les enseignants devant une classe. Si comme adulte, auprès des enfants en développement, on réussit à incarner ça, on a un impact quand même significatif là, chez les autres, même si on ne parle pas de méditation ou on ne fait pas d'exercice de méditation. Sauf que pour que nous, on arrive à le faire, ça implique pour nous une pratique régulière personnelle. Parce que ça ne se développe pas comme ça, puis ça ne se développe pas en lisant un livre. Non, on peut pas, c'est comme lire un livre de recettes, si on ne cuisine pas, on ne sera pas cuisinier. Là, donc, il faut mettre les mains à la pâte. Ah oui, c'est ça. Oui. Puis j'aimais, tu sais, dans ton exemple, là, si on veut donner, parce que dans l'exemple de maman, papa est en train de faire les lunchs, puis là, son enfant arrive, mais des fois, on n'a pas le temps de, tu sais, les parents qui nous écoutent vont dire, ouais, mais j'ai pas le temps, c'est le moment là qu'il faut que je fasse les lunchs. Mais on a quand même une petite minute pour se pencher, laisser nos lunchs, se pencher à la hauteur de notre enfant, dire, sais-tu quoi? J'entends que tu as quelque chose à me raconter sur tel sujet. Là, je vais terminer mes lunchs, puis ensuite, je vais aller te voir. Donc, si on n'a pas le temps maintenant, ou peu importe la raison, mais de prendre cette petite minute-là pour quand même être en connexion avec son enfant, lui expliquer la limite, puis donner son moment, je pense que c'est ça aussi. C'est pas juste de tout faire ce que l'enfant veut au moment où l'enfant veut. Tu sais, c'est démystifier un petit peu l'aspect de bienveillance qui est peut-être des fois un peu mal interprété, là, si on veut. Là. Effectivement. Puis l'essentiel est dit dans une scène comme ça parce que l'enfant a juste besoin d'être compris et vu. S'il voit que son parent a saisi son besoin de se raconter ou d'échanger, il va être satisfait. Il va être capable de l'accepter, la limite ou mais tu vas devoir attendre quelques minutes, ça va se passer tantôt après le souper. Ça envoie aussi le message que tu es tellement important pour moi que je ne peux pas t'écouter à moitié. Ce que tu me dis est sûrement important, je veux être pleinement attentive, puis là, je ne peux pas parce que j'ai une priorité. Ça envoie un beau message aussi à l'enfant que ce qu'il nous dit est important, suffisamment important pour qu'on souhaite avoir rien d'autre à faire que de se consacrer 100% à lui. Là. Oui, je trouve que c'était une petite nuance, mais je trouvais important de le mentionner. Tu sais, dans tes patients, là, ceux qui te consultent pour leur enfant, c'est quoi est-ce qu'ils sont ouverts à une telle approche? Est-ce que tu peux aborder cet aspect-là avec eux ou il y a des freins que tu observes là, à ce niveau-là? Comment tu as... Je dirais que j'en suis personnellement au semage de graines. J'explore. En fait, il y a des enjeux très, très pragmatiques qui font que dans un agenda médical avec des besoins d'explorer pour des démarches diagnostiques, des besoins de parler pilules parce que, bon, on a des patients médicamentés, ça prend du temps. Donc, je trouve que c'est pas le genre d'approche qui se vend en 2 minutes. Puis aussi dégager du temps pour faire une petite pratique pour initier la personne, encore là, dans un contexte où on a 2 enfants ou la fratrie hyperactive dans le bureau, ça se prête pas toujours. Donc, je préfère nommer l'approche, semer une idée et laisser pour le moment les parents explorer. S'ils sont intéressés, de toute façon, ils posent des questions.
Mais j'en suis comme venue, ça va peut-être évoluer dans ma pratique, mais j'en suis à un stade où je mise un peu comme on est en train de parler de la parentalité consciente, je mise sur moi un lien thérapeutique conscient. J'en suis à dire, je travaille, je nourris ma propre pratique, j'essaie autant que possible de l'incarner, je sème des graines. Moi, je pense, en tout cas, de mon vécu personnel, pour que ça prenne, en fait, que les gens développent ça, je pense qu'il faut se mouiller suffisamment. Puis je trouve que le contexte de groupe, de pratique est très utile pour ça, parce qu'on n'a pas nécessairement un pour un. Parce que non seulement faire des pratiques, mais vivre et entendre comment les autres autour l'ont vécu, le retour qui se fait après une pratique de présence avec un animateur ou quelqu'un qui est formé, c'est très puissant pour mieux saisir dans nos tripes ce que c'est, ce que ça veut dire, ce que c'est pas, puis garder la motivation à se pratiquer. Donc, je ne sais pas si un jour je me dégagerai du temps pour pratiquer de manière plus formelle et initier les gens intéressés. Mais je pense que si je le fais, ça risque d'être dans un cadre autre que les simples rendez-vous médicaux. Ceci dit, ça, c'est moi personnellement. Il y a des praticiens qui trouvent très bien, qui ont trouvé dans leur façon de travailler le temps de ménager des petits moments où ils en parlent davantage, où ils font même des pratiques. C'est très correct aussi. Peut-être que j'irai vers là un jour. Là, ça dépend de chaque personne. Mais c'est ça, c'est un peu comme dans la vie quotidienne à la maison avec des enfants, hein, il y a l'agenda. Il faut concilier différents agendas. Prioriser dans tout ça aussi, où est-ce qu'on souhaite mettre nos efforts. Bien, dans ce sens-là, qu'est-ce que tu aurais à dire aux adultes qui voudraient intégrer peut-être cette façon d'être malgré que les efforts que ça demande? Là? Y a-tu des petites astuces? C'est sûr que il y a une étape nécessaire, il faut se mouiller, il faut y goûter. C'est pas une pratique qui se comprend bien, même si ça a l'air bien simple en mots, ça a l'air bien simple quand on le lit. Si ça reste dans la tête, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, la seule façon, c'est de le vivre. Sauf que c'est vrai que c'est un défi, parce qu'au départ, quand on ne sait pas ce que c'est ou on ne comprend pas trop, c'est certain que ça apparaît comme une autre affaire sur la to-do list. J'ai-tu le temps de rajouter ça? Oui, c'est ça. Rajouter ça. Puis tant que c'est vu comme une autre affaire, une lourdeur sur la to-do list, les chances sont grandes que la to-do list, on ne se rende pas au bout puis que ça saute. C'est ça. D'où l'idée, je pense, à quelqu'un qui a vraiment la motivation à s'y mouiller puis goûter pour débuter, de prendre un cours en groupe. Il y a différents formats. Il y en a sur 10-12 semaines. Il y en a que c'est plus des initiations, ne serait-ce que sur 4-5 semaines, mais en groupe, je trouve que ça permet, c'est un peu plus intensif. Souvent, on s'est inscrit, on l'a mis à l'horaire, on a un boost de motivation, donc on s'y mouille plus, veut pas. Okay. Ça permet au moins, ne serait-ce que le temps que ça dure, cette initiation-là, d'y goûter vraiment. Parce que je pense que c'est quand on goûte émotionnellement dans nos tripes, OK, c'est ça que ça me fait, c'est comme ça que je me sens, puis de sentir vers quoi ça nous amène, que là, la réelle motivation interne à dire, hey, c'est plus juste une to-do list, c'est vraiment le fun, je suis donc contente de me payer, entre guillemets, ce moment-là pour moi, puis que là, ça devienne, j'ai hâte à mon moment, je vais m'offrir ça. Mais il faut le goûter pour ça, puis c'est pas en une séance, souvent, faut persister, là, c'est ça. Faut persister, mais le démarrage, je trouve que c'est l'étape la plus difficile. Une fois qu'on y a goûté, c'est peut-être plus facile d'accrocher, mais même là, même les méditants d'expérience vont aimer rester avec des communautés de pratique, ne serait-ce qu'une fois par mois pour garder la motivation fraîche. Puis, oui, parce que si on essaie par soi-même, il y a bien des chances qu'on risque de ne pas réussir puis qu'on se dise « Ah, c'est pas pour moi ». C'est ça, puis on a souvent malheureusement des préjugés, des fausses croyances. Exemple, si on s'assoit 20 minutes puis on constate que pendant 20 minutes, on a eu les idées complètement éparpillées, beaucoup de gens vont avoir le réflexe de dire « Voyons, je ne suis pas capable de méditer ». Mais non, ça ne donnait à rien, j'étais trop distraite. Mais au contraire, si on comprend ce qu'est la pleine présence, si la personne, pendant les 20 minutes, a été consciente que ses idées étaient éparpillées et qu'à chaque 3 secondes et demie, son esprit partait, qu'elle ramenait, qu'il repartait, c'est ça, par définition, la pleine conscience. Alors que si elle est toute seule sur son tapis, elle va abandonner, se disant « Moi, pas fait pour moi, je ne suis pas capable parce que les gens pensent qu'il faut être là sans penser, puis bien zen. Ou s'ils ont ressenti des inconforts, c'est pas pour moi, j'étais super stressée. Non, au contraire, tu t'es rendu compte que tu étais stressée, tu as réussi à dire où dans ton corps c'était, quelle sorte d'idée ça faisait naître. C'est ça, la définition de la pleine conscience. Mais en groupe, avec les retours, c'est ce que ça permet de faire, puis avec un animateur d'expérience, de corriger les mauvaises perceptions, puis de ne pas tomber dans une espèce d'esprit de performance ou d'attente de résultats. Il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats à attendre de ça. On ne peut pas rater une séance de méditation, en fait.
C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent aussi. Je pense que c'est un message important que tu viens de lancer, là. Il n'y a rien à perdre. Non, Il il y n'y a a rien pas de à attendre, résultat il y a pas de attendu. but, il y a pas d'examen, c'est pas une technique, puis voilà, j'ai mon badge en méditation. Même les grands méditants, il y a des journées, ils ont l'esprit dispersé, puis d'autres journées, l'esprit Ouais. est vide. C'est l'essence de ce que c'est. Mais c'est le fun d'avoir des gens qui nous le rappellent. Mm. Parce qu'ils l'incarnent, cette attitude-là. C'est ce qui, je pense, permet d'éviter des abandons Mm. qui Puis n'auraient pas pour, lieu. excuse-moi. Puis pour ceux qui peuvent pas, pour toutes sortes de raisons, aller en groupe directement, est-ce que tu suggérerais peut-être, par exemple, là, d'écouter un balado Mais en oui, méditation guidée au moins pour être guidé oui, là-dedans, oui, même si tout on à est fait. Je seul? pense pas que OK. quelqu'un qui a pas goûté ou été formé dans ça peut tout seul se mettre à genoux puis go. Ça Mais il serait existe de intéressant. plus en plus de super belles Mm. applications et de super belles guidances sur YouTube. Là, puis il y en a, puis c'est là que ça permet aussi d'explorer. Il y en a qui sont axés sur la respiration, d'autres sur les Mm. sons, d'autres coucher en scan corporel, puis découvrir ce qui nous convient, ce qu'on vient moins bien, Mhm. explorer différentes choses. Puis à travers les guidances, veut pas, les messages qui sont dits, au-delà des consignes, faites ci, faites ça, il y a aussi des petits messages qui rappellent ce que c'est l'esprit de la pleine conscience. Ouais. Puis ils vont dire, mettons, si vous vous rendez compte que vous avez l'esprit ailleurs, ramenez-vous doucement, sans jugement. Bon, ils vont Ouais. nommer une Ah, petite sans scène de jugement. Ah, OK, oui. sans jugement, c'est vrai. Ou c'est correct, il n'y a pas de problème. Donc, à force d'entendre ces petits commentaires-là, ça nous aide aussi à bien assimiler, saisir, OK, c'est ça l'esprit de la pleine conscience. Donc, je pense que c'est très utile de choisir des guidances dans les débuts, puis même en étant expérimenté, Mm. je trouve toujours utile. Il y a Ouais. différents styles de guidance, de voix, de rythme, de longueur. Ouais. Fait que oui, c'est tout à fait possible aussi de le faire par soi-même. Mm. Puis, tu sais, on parle de nous en tant qu'adultes, mais un enfant intéressé, on peut tout à fait trouver des belles applications, des balados et tout, même pour le faire Oui, avec les enfants de plus en plus, là, je pense. oui, parce qu'il y a aussi certaines variantes qu'on va faire pour les enfants. Évidemment, on ne prend pas exactement le même style de Mm. guidance, la même durée. Souvent, avec les enfants, ça a à être mais souvent plus court Mm. et beaucoup plus ludique et concret pour les accrocher aussi. Ouais. Donc, c'est les mêmes grands principes, mais on peut utiliser des petites images ludiques pour je sais pas, le scan corporel. En tout cas, il y a différentes. Puis avec les enfants aussi, on va préférer, surtout les enfants qui débuteraient, axer sur les 5 sens. Ouais. C'est ce qui est visible, ce qu'on peut entendre, le toucher, le goûter. C'est beaucoup plus concret et accessible que s'asseoir puis d'essayer d'observer ses propres pensées. Là, ça peut être un petit peu Ouais, c'est un peu too much confrontant. pour Ouais, les c'est ça. petits. Puis aussi, tu sais, en tant que parent, si on vient à la parentalité consciente, ben, on peut aller, si on veut initier un peu son enfant à cette approche-là, parce qu'on le fait pour nous-mêmes en même temps, on peut aller marcher dehors, là, ne serait-ce que d'observer tu sais, de porter attention à ce qui nous entoure. On n'a pas besoin d'être en forêt avec des belles couleurs dans les arbres là, ou une fleur spéciale. On peut tout simplement marcher dans le quartier, puis ah, as-tu vu la nouvelle décoration d'Halloween de tel voisin? Puis as-tu vu comment ça, c'est beau? Puis de l'intégrer aussi en tant que modèle pour y montrer, plutôt que, comme tu disais, on n'est pas obligé de le nommer, mais au moins de l'intégrer au quotidien pour qu'il voit c'est quoi. Puis on est en train de lui enseigner ce que c'est, là, à le faire concrètement, là. C'est ça. Puis l'enfant va apprendre à porter son attention là où on va lui avoir indiqué que c'est d'intérêt de porter son attention. Si on marche en forêt, on peut choisir d'aller marcher en nature avec notre enfant, puis ne parler que de la semaine qui s'en vient, puis as-tu fait tes devoirs, puis oublie pas quand on va rentrer, on va prendre le bain, puis blablabla. Puis pas entendre les oiseaux, puis pas sentir les feuilles craquer sous nos pieds. Mais effectivement, si on choisit d'aller prendre une marche en nature, ça peut être un très bel exemple de la nature est wow pour faire de la pleine conscience parce qu'il y a plein, tous les sens en même temps sont sollicités. La vue, l'audition, le tactile, le froid sur la peau, la petite vapeur qui sort de la bouche, c'est infini. Puis les enfants aiment ça, sont naturellement observateurs. Puis on peut choisir aussi, toujours dans l'optique du modèle, de choisir en temps utile, de porter, d'inciter ou d'encourager l'enfant à porter attention à ce qui se passe en lui. As-tu remarqué? J'ai l'impression que tu es en colère beaucoup. Je vois du rouge sur tes joues. Tes poings sont contractés. L'aider à ce qu'il porte lui-même son attention sur ce qui se passe dans son propre corps, sa respiration qui a changé. As-tu remarqué? Tu es plus stressé? J'ai l'impression. As-tu vu? Regarde, ta respiration vient, tu sais.
Puis, naturellement, ça se peut qu'il le faisait pas, mais si l'adulte lui montre, on peut le faire sur nous. Oh boy, tu sais, un peu comme l'exemple que tu disais tantôt, passer des commentaires sur où notre propre attention va. Il Ouais. nous voit faire. S'il voit le parent s'intéresser à ce qui se passe en lui, à ses Mm. idées, à ce qui se passe dans son corps, c'est sûr qu'il va être porté plus à le faire pour lui. Donc, puis à contrario, si un parent le fait jamais, il est à parier que l'enfant va pas développer. Même s'il le nomme de le faire, il ne va pas le développer, là. Non, c'est ça. C'est Alors, ça. les enfants apprennent plus parce qu'ils voient de nous que ce Mm. qu'on leur dit. Ils C'est nous ça. imitent. C'est des excellents imitateurs pour le meilleur et pour le pire. Ah oui, c'est ça. Il faut Oui, je se trouve re-questionner sur que ses d'un modèle habitudes. Mm. positif. Mm. Excellent. Ben écoute, merci Isabelle. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter, là, parce que le temps file, mais est-ce que tu avais un mot de la fin ou on a pas mal... Mot de la fin, mon Dieu, j'en aurais pour des heures de fin, mais grosso modo, moi, je pense qu'en cette ère où on a tendance à tout surmédicaliser, à chercher des solutions rapides, médicales, des pilules magiques, puis tout ça, je trouve que ça arrive à point. Ce genre d'approche-là, c'est nécessaire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des maladies mentales ou qui sont juste des réactions normales à une société stressante. C'est le genre d'approche qu'on a avantage, ne serait-ce que préventivement, en termes de santé mentale, à implanter tant chez les parents que chez les enfants. En tout cas, moi, j'y crois vraiment beaucoup. Puis ça va être nécessaire parce qu'il n'y aura jamais assez de pédopsychiatres sinon pour contenir la détresse des enfants et des familles. À venir, actuel et à venir. C'est ça. Ouais, mais merci beaucoup, Isabelle. Ça a été vraiment un plaisir. Ça fait grand. Ben, tant mieux. Puis, un dernier mot. Moi, j'ai le mot de la fin pour dire que le prochain live, ça va être le 13 novembre et ça va être avec Annick Vincent comme invitée. Donc, le sujet, ça va être comment aider l'enfant anxieux à garder le focus pour éviter des difficultés d'apprentissage. Donc, soyez des nôtres le 13 novembre. Écrivez ça à votre agenda. Alors, à bientôt tout le monde. Merci d'avoir été là. Bonjour, merci. Au revoir.